Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h23, merci d'être avec nous. Faut-il tenter de prouver l'existence de Dieu par la science? C'est une bonne question et on va y répondre ce matin avec Olivier Bonnassy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, essayiste, co-auteur avec Michel-Yves Bolloré de Dieu, la science, l'épreuve aux éditions Guy Trédaniel. Oui, et pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure, si je puis dire, qui n'est pas sans risque, de vouloir effectivement apporter des preuves de l'existence de Dieu, qui plus est face au développement en fait de la science, Olivier Bonnassy? C'est lié à un peu mon histoire personnelle. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. J'avais commencé je faisais des études scientifiques et j'étais à l'école polytechnique et puis je me suis posé pas mal de questions et je pensais qu'il n'y avait pas de réponse à ces questions. Et un peu par hasard, je suis tombé sur un bouquin d'un normalien qui s'appelait Jean Daujac qui a écrit « Y a-t-il une vérité ?» où il donnait des raisons de croire rationnelles. Et je me suis dit, je vais trouver la faille en 5 minutes. Et puis, en regardant, je trouvais pas de faille. Et plus je regardais, moins je trouvais de faille. Et puis, je suis parti faire 4 années de théologie et de philosophie pour essayer de creuser un peu tout ça, pour voir si ça tenait la route. Et j'ai eu la surprise de voir que effectivement ça tenait complètement la route. Et donc, voilà, ça a changé ma vie personnellement. Et j'espère que cette surprise que j'ai eue il y a 20 ans, les lecteurs du livre l'auront aussi, parce qu'effectivement, il y a des raisons de croire qui sont complètement rationnelles. Oui, alors bon, évidemment, pour les croyants, eux, il n'y a pas beaucoup de doutes. Pour les autres, il y en a beaucoup plus. Et notamment dans le monde des scientifiques, parce que parfois, on peut être étonné de certains scientifiques qui sont très rationnels et qui, malgré tout, peuvent avoir un doute. Mais d'une façon générale, là, j'ai vu, après votre livre, qui a déjà connu un gros succès, oui. Déjà gros succès, et ce n'est probablement pas fini. Il y en a d'autres qui sont venus vous dire, oui, mais alors cette tentative de prouver scientifiquement l'existence de Dieu, c'est une erreur tant scientifique que religieuse. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, pour bien comprendre comment se pose le problème et pour bien le placer, parce que c'est ça qui est important, il faut voir que dans un passé un peu lointain, tout le monde a toujours cru en Dieu sur toute la surface de la Terre, dans tous les continents, dans tous les siècles. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? Simplement parce que quand vous voyez l'univers, simplement le fait qu'il existe, ça vous pose la question du créateur. Ensuite, si vous voyez son harmonie, son ordre, sa grandeur, sa beauté, ça vous pose aussi la même question. Après, il y a toute une série de raisonnements philosophiques qui viennent se greffer là-dessus, depuis Platon, Aristote, où les gens se sont dit « Ah oui, il y a forcément un premier moteur à tout ça ». Et puis, vous avez aussi tout ce qui concerne la révélation judéo-chrétienne, qui a été fantastique, avec donc la Bible, le peuple juif, Jésus, et puis des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de témoignages de rencontres avec Dieu. Donc ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui a prévalu pendant des siècles partout. Et puis, à partir du XVIe siècle, est venu se développer un discours scientifique, à partir de Copernic, donc, qui a Copernic jusqu'à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin. À chaque fois que la science avançait, on avait l'impression que la religion était soit contredite, soit moins nécessaire. Et donc, il y a eu un courant matérialiste extrêmement puissant qui s'est basé sur la science, parce que la science a un pouvoir à changer nos vies, si vous voulez, donc elle a un prestige énorme. Bon. Mais tout a basculé au tournant du XXe siècle, parce qu'à partir de là, il y a toute une série de découvertes scientifiques énormes, donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, la découverte de l'expansion de l'univers, du Big Bang, la découverte de la complexité en biologie et l'ensemble de tout ce qui concerne les réglages fins de l'univers, toutes ces choses-là, qu'on peut résumer en 2 points, si vous voulez. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, qui sont liés. Einstein nous a montré que le temps ne pouvait pas exister sans l'espace et la matière, et réciproquement. Donc, il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Ça, personne ne le savait il y a 100 ans. Tout le monde est d'accord aujourd'hui. Et donc, s'il y a ce début, ça veut dire ce qui a permis cette émergence, c'est une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui est transcendante à tout ça, et qui a permis la naissance d'un univers dans lequel les atomes sont stables, les étoiles brûlent pendant des milliards d'années, et la vie complexe peut se développer parce qu'il y a des réglages absolument fous. Donc, ces 2 choses-là, le début de l'univers et le réglage fin, poussent, si vous voulez, vers l'idée qu'il y a un esprit créateur absolument intelligent qui est derrière tout ça. Et comme dans tous les autres domaines du savoir, les conclusions sont les mêmes, vous avez un faisceau de preuves qui est convergent, qui est rationnel et qui sont des preuves indépendantes. Et donc, à la fin, c'est très difficile de ne pas y voir
une certitude au-delà de tout doute raisonnable. Ah bah oui, mais vous dites des preuves. Pour ça, il faut des preuves, oui. Oui, et ça, les preuves, quand on lit votre livre, parce que vous dites des preuves, on ne les voit pas de façon matérielle quand même, en fait, ces preuves. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une preuve? Bah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle une preuve? C'est très intéressant. Il faut prendre le dictionnaire, il faut ouvrir le dictionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Une preuve, c'est un élément matériel qui vous permet de confirmer une thèse et d'infirmer son contraire. C'est ça. Alors, est-ce que les preuves sont absolues? La réponse est non. Pourquoi? Parce que si vous faites, je prends toujours cet exemple, mais si vous êtes le colonel Moutarde dans la véranda et que vous avez un chandelier dans lequel il y a des traces d'ADN de la victime et que vous avez vos empreintes partout, qu'il y a 3 personnes qui vous ont vu perpétrer le crime, qu'il y a une caméra de vidéosurveillance qui vous a filmé, que vous-même vous avouez et tout ça. À la fin, vous êtes en train de vous dire, le gars est absolument coupable, il n'y a aucun doute. Mais en fait, non. Ce ne sont pas des preuves absolues, c'est simplement une accumulation d'éléments factuels qui font que dans la justice, dans le monde réel, on conclut ce gars-là est coupable sans aucun doute. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, vous voyez que ça pourrait être un énorme complot où tout le monde, même le colonel Moutarde, est complice, ou alors on pourrait être dans une matrix, on pourrait imaginer des hypothèses un peu compliquées dans lesquelles il y a un scénario différent. Mais ce que dans le monde réel, dans le monde dans lequel on vit, puisqu'il faut bien se déterminer, bien sûr. Quand on a un cas comme ça, on dit c'est clair, quoi. Là, on est dans la même situation. Il n'y a aucune preuve absolue, à part dans le jeu d'échecs, quand vous dites maths en 3 coups, dans les mathématiques ou dans la logique. C'est seulement là que vous avez des preuves absolues. Mais dans le monde réel, ce qu'on appelle des preuves en justice, ce sont des éléments qui pointent dans une direction. Et quand vous avez tellement d'éléments qui pointent dans la même direction, au bout d'un moment, vous dites bah oui. Et donc, ce qu'on dit dans notre livre, c'est très simple, c'est que on analyse 12 domaines absolument indépendants, dont la plupart sont scientifiques, mais d'autres sont de domaines non scientifiques. Et on se dit qu'à chaque fois qu'on ouvre le dossier, la conclusion la plus raisonnable, c'est de dire Dieu existe. C'est exactement ça. Raisonnable, vous parliez du Big Bang tout à l'heure. L'abbé Lemaître, donc, qui était l'un des pères fondateurs du Big Bang, était opposé justement à cette main du créateur. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, l'abbé Lemaître, il avait 3 problèmes, si vous voulez. Le premier problème, c'est que quand il a parlé, la théorie du Big Bang était une hypothèse absolument pas reconnue, et c'est seulement à partir de 65, donc au moment même où il est mort, il a dit ça y est, on a la preuve, quand il est mort. Mais déjà, il avait ce problème, c'est que sa théorie était très contredite. Deuxième point, comme il était curé, comme c'était un prêtre, tout le monde l'accusait de faire une physique de curé, de faire ça parce qu'il voulait prouver. Donc il essayait de se défendre contre ça. Et troisième point, il disait qu'il ne fallait pas confondre le commencement du Big Bang, qui est un véritable commencement, avec le début qui est peut-être avant, si vous voulez. Nous, on n'a jamais dit dans le livre que le Big Bang était le début. Ce qu'on dit sur le Big Bang, c'est très simple. Il y a 3 choses. D'abord, le Big Bang, on en est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute. À part une seconde après le Big Bang, on sait modéliser tout ce qui s'est passé. Dans la première seconde du Big Bang et avant, personne ne sait dire. Alors ça, c'est le premier point, c'est qu'on est sûr qu'il y a eu un Big Bang. Deuxième point, personne ne sait dire ce qui s'est passé dans la première seconde après le Big Bang et encore moins 10 puissance moins 43 secondes avant, donc parce qu'on rentre dans des théories qu'on n'a pas. Donc ça, c'est un grand mystère qui existe. Mais troisièmement, c'est ça que les gens oublient tout le temps, on peut dire que le temps, l'espace et la matière n'existaient pas avant, et donc on est dans une autre phase, on peut en parler de manière négative, c'est-à-dire de manière indirecte et de manière apophatique. S'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire que la cause qui est à l'origine, elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Ça, on en est sûr. Voilà. Et c'est à partir de là, c'est là qu'on rejoint, si vous voulez, la définition de Dieu dans toutes les philosophies, dans toutes les religions, qui est définie comme l'être transcendant à l'univers, qui a créé tout avec puissance pour que ça puisse exister et que l'homme puisse advenir. Donc, on est vraiment, avec la science telle qu'elle se dégage aujourd'hui, extrêmement proche de la définition de la philosophie et de la religion sur Dieu. Et j'insiste sur ce point, c'est pas... Nous, on parle beaucoup de science dans ce livre parce que la science a été la grande objection des matérialistes contre la foi, mais toutes les autres preuves en philosophie, à la révélation et à toutes les autres preuves qui existent de toutes sortes, en morale et tout ça, elles perdurent et elles sont valables. Voilà. C'est pour ça que l'ensemble du tableau est valable. On va continuer d'en parler quelques minutes avec vous. Dieu, la science, les preuves. Justement, vous allez nous en reparler dans un instant, Olivier Bonnassy, pour ce livre, avec Michel-Yves Bolloré. C'est aux éditions Guy Trédaniel. On continue sur Sud Radio. Et vous appelle. Avant de s'interroger, de revenir dans la France à vos côtés, Cécile, sur cette France des jauges. Les jauges, évidemment, à cause de la crise sanitaire et notamment dans le sport. Il y a beaucoup d'impact
On est mercredi, on pense justement aux enfants aussi qui pratiquent le sport. Et là, on va s'intéresser à beaucoup d'équipes et à beaucoup de clubs. Oui, on en parle dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez commenter en tout cas ce livre ou alors parler du sport. On vous attend au standard, il est 9h23.